D'abord, la question du jour autour de la table. Les fonctionnaires coûtent-ils vraiment trop cher? C'est l'actualité. Ils appellent à leur tour à une journée de grève contre les projets du gouvernement. Baisse des effectifs, jours de carence, gel des traitements. Trop lourd de la fonction publique? Peut-être. Mais qui précisément? Faudrait-il supprimer des infirmières, des policiers, des professeurs? C'est bien sûr là que ça se complique. Alors les fonctionnaires coûtent-ils vraiment trop cher? On en parle et vous allez vous faire votre idée. Et pour en parler avec nous ce soir, Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Présidente, directrice de l'IFRAP, un think tank d'inspiration libérale. Danielle Simonet, bonsoir à vous. Bonsoir. Conseillère de Paris, France Insoumise. Gaël Slimane, vous êtes président de l'Institut de sondage Odoxa. Et puis Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne, va nous rejoindre. Il y a des embouteillages ce soir, il est un peu coincé dans son taxi, mais tout va s'arranger. Je voudrais qu'on commence par un rapide tour de table. La réponse simplement, quelques mots à cette question. Les fonctionnaires coûtent-ils vraiment trop cher? Agnès Verdier-Molinier. Si on regarde les chiffres au niveau macroéconomique, la totalité de la dépense publique consacrée à la dépense de personnel public, on est à plus de 13% du PIB. On est à 280 milliards d'euros par an, c'est-à-dire une des plus grosses dépenses publiques, pratiquement le même montant que les retraites au total. Et on est très supérieur aux autres pays. Les autres pays sont plutôt à 10 ou 11%. Donc on devrait pouvoir économiser à terme de l'ordre de 20 à 40 milliards d'euros sur cette dépense-là, si on voulait se mettre au niveau des autres pays qui ont énormément réformé dans ce secteur-là ces dernières années. La France est un pays avec le plus d'agents statutaires à vie quand on regarde par rapport aux autres. Même en Suède, par exemple, 90% des agents sont des contractuels et ils peuvent avoir une partie de leur vie où ils travaillent dans le public, mais aussi une partie de leur vie où ils travaillent dans le privé ou alors où ils montent une entreprise. Donc il y a une mobilité entre le public et le privé qui n'existe pas en France et dont on pourrait s'inspirer pour permettre d'avoir à la fois une meilleure qualité de service public, mais aussi une meilleure compréhension du côté du secteur privé des missions d'intérêt général. Donc là, il y a tout à faire sur cette question-là et on voit que pour l'instant, on n'est qu'aux prémices du débat. Danielle Simonet, la fonction publique en France coûte-t-elle trop cher? Non, au contraire. Regardez ce que nous coûterait l'absence de service public. Qu'est-ce que ça nous coûterait de ne pas avoir l'éducation nationale et d'avoir que les écoles privées? Essayez donc de voir combien coûte l'ignorance. Bah oui. Qu'est-ce que ça nous coûterait de ne pas avoir une politique de santé publique? Qu'est-ce que ça nous coûterait de ne pas avoir une sécurité publique? Donc évidemment, ce qui coûte cher, par contre, c'est l'ensemble des services qui sont privatisés, parce que la logique d'une entreprise privée, quand elle gère un service public, c'est de dégager des bénéfices. Aujourd'hui, dans notre société, ce qui coûte cher, ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas les services publics. Je pense même que nous n'avons pas assez de services publics. Mais regardez, les 80 milliards d'évasion fiscale, voilà ce qui, à un moment donné, pose un véritable problème sur nos recettes publiques. Donc non, les fonctionnaires ne nous coûtent pas trop cher, au contraire. Et je pense qu'on a besoin, au contraire, de développer les biens et les services publics. Gaël Slimane. Ce n'est pas votre opinion que je vous demande, mais les Français, lorsque vous les interrogez, pensent-ils que les fonctionnaires, globalement, coûtent trop cher au pays? Alors, c'est très compliqué, David, parce que d'une part, les Français, quand on les interroge, et de plus en plus ces dernières années, sur des réformes d'inspiration libérale, consistant à alléger la fonction publique, à ce qu'il y en ait moins, les Français nous disent que oui, c'est possible, et qu'on pourrait même, à ISO qualité de service public, avoir moins de fonctionnaires, et que ce serait une bonne chose. Le seul problème, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, David. C'est quand on leur demande aux Français, mais alors, dans quel domaine peut-on réduire le nombre de fonctionnaires? Alors, il y a des domaines sanctuaires. En aucun cas, jamais, quoi qu'il arrive, il ne faut toucher à l'éducation. Et puis, il y a un autre domaine auquel il ne faut surtout pas toucher, selon les Français, c'est la santé. Le seul problème, c'est que ce sont les deux très importants postes de fonctionnaires et de dépenses en France. Donc c'est bien compliqué de dire qu'on va réduire le nombre de fonctionnaires, réduire la dépense publique dans la fonction publique et en même temps ne pas toucher à l'éducation et ne pas toucher à la santé. J'ajoute, David, que quand on interroge les Français dans les enquêtes internationales, ils nous disent toujours que nous sommes les pires du monde. La France est horrible, ça ne va pas, on n'a pas le moral, rien ne va. Il y a un domaine sur lequel ils disent on s'en sort mieux que nos voisins, c'est nos services publics. Là, ils nous disent qu'on a une compétence et même un trésor qui n'existerait, selon eux, pas ailleurs. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Pas simple. Alors, on va tout de suite poser les choses. Fonctionnaires, qui, combien,
Quelle évolution? Voici les indispensables avec Jennifer Knock. Bonsoir Jennifer. David. On entend souvent que les fonctionnaires seraient trop nombreux. Alors combien sont-ils et que représentent-ils d'un point de vue financier? Eh bien, écoutez, David, on compte aujourd'hui en France 5,5 millions de fonctionnaires. C'est un travailleur sur 5. Des fonctionnaires qui travaillent pour l'État, c'est le cas des policiers, des professeurs, mais qui travaillent aussi pour les hôpitaux ou encore pour les collectivités locales. Ce sont le cas, par exemple, des employés de mairie. Le nombre de ces fonctionnaires n'a cessé d'augmenter. Regardez, depuis 20 ans, depuis 1996, on compte plus d'1 million de fonctionnaires en plus. C'est vertigineux. Mais attention, il faut remettre ce chiffre en perspective et le comparer à l'augmentation globale de la population sur la même période. Cette courbe bleue, vous voyez qu'elles sont relativement parallèles. Le nombre de fonctionnaires par habitant est donc resté stable, autour de 8%. En ce qui concerne le coût de ces fonctionnaires, eh bien là, la masse salariale pèse très lourd dans le budget de l'État. 278 milliards d'euros par an, ça représente 22% de la dépense publique et c'est évidemment sur ce poste que l'État voudrait faire des économies. Alors est-ce qu'on a déjà essayé de réduire le volume de la fonction publique? Est-ce que c'est faisable? Alors c'est possible, vous vous rappelez bien que Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007, il avait annoncé le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2, il avait aussi supprimé 100 000 postes dans la justice et l'éducation, mais le bilan avait été assez mitigé, car si le nombre de fonctionnaires d'État avait bien reculé pendant cette période, moins 7%, en fait le nombre de fonctionnaires dans les hôpitaux avait augmenté, plus 15%, et il avait même explosé dans les collectivités territoriales de 35%. La Cour des comptes avait d'ailleurs dénoncé ce système un peu vicieux de vases communicants. Pour elle, les effectifs n'ont pas été maîtrisés sur cette période. Et puis en 2012, François Hollande a complètement changé de politique, puisqu'il a recréé environ 30 000 postes de fonctionnaires d'État. Et qu'en disent les experts? La Cour des comptes, par exemple, vous la citiez, on peut d'ailleurs rappeler au passage qu'il s'agit de fonctionnaires eux-mêmes, de hauts fonctionnaires. Qu'en dit la Cour des comptes? Eh bien, la Cour des comptes a proposé plusieurs pistes assez explosives. Pour elle, il ne faut pas remplacer un départ sur 2 à la retraite dans les ministères, sauf les ministères jugés prioritaires, et un départ sur 3 dans la fonction publique hospitalière et territoriale. Il faut aussi geler les salaires, les primes, les indemnités. Enfin, il faut allonger la durée du temps de travail et finalement l'aligner sur la durée légale de 35 heures par semaine, car les magistrats de la Cour des comptes ont souvent noté que dans les collectivités territoriales, les fonctionnaires travaillaient moins que ces fameuses 35 heures. Merci Jennifer. On salue Renaud Dely qui nous a rejoint, directeur de la rédaction de Marianne. Je vais vous donner la parole, Renaud Dely. Vous avez vu l'essentiel de ces chiffres qu'on a donnés, le nombre de fonctionnaires, leur traitement, l'évolution, les tentatives de réduire leur nombre. Est-ce qu'aujourd'hui, la fonction publique représente un poids financier trop lourd pour la France et l'économie française? C'est extrêmement difficile, me semble-t-il, de répondre à cette question de but en blanc. C'est-à-dire que je pense que les enjeux ne sont pas aujourd'hui dans le rapport des gouvernants à la fonction publique, ne sont pas exclusivement comptables. D'un point de vue strictement comptable, on peut, et on voit que c'est la tentation des gouvernants, comme d'ailleurs de certains de leurs prédécesseurs, estimer que si on fait une règle de 3, une addition, une soustraction, ça coûte trop cher. Mais ça coûte trop cher par rapport à quoi? C'est-à-dire par rapport aux missions du service public, par rapport à un impératif de rentabilité qui serait imposé à la fonction publique. Par rapport à nos voisins, par rapport à nos voisins, effectivement, mais quels voisins? Encore faut-il choisir, effectivement, est-ce qu'on choisit le fameux modèle allemand, lequel aussi a une organisation, y compris territoriale, radicalement différente du modèle français. On sait qu'il y a aussi une organisation en Länder en Allemagne qui n'est pas forcément la tradition jacobine française. Donc je pense que d'un point de vue comptable, je pense qu'encore une fois que la seule approche comptable ne permet pas, me semble-t-il, de comprendre l'intégralité, toutes les dimensions du conflit qu'il y a aujourd'hui entre le gouvernement, celui-ci d'ailleurs comme plusieurs de ses prédécesseurs, et une fonction publique qui, grosso modo, se sent, disons, mal aimée, parce que justement appréhendé d'un seul point de vue comptable. Quelle est la bonne approche, d'après vous? La bonne approche, je pense qu'il y a, me semble-t-il, en tout cas pour ce qui est des fonctionnaires des services de l'État, un sentiment de mal-être ou une absence de reconnaissance suffisante, en tout cas, parce que, effectivement, l'approche comptable a été imposée depuis déjà plusieurs gouvernements, plusieurs législatures, comme étant le seul critère d'évaluation de l'efficacité des services. Sans que rien ne bouge vraiment en même temps, on le voyait. Mais on l'a vu en même temps, on l'a encore vu d'ailleurs il y a encore quelques jours, malheureusement lorsque Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont frappés de plein fouet, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, on en a vu d'autres, on a en mémoire par exemple plus lointaine la tempête de 1999, on voit que les services publics sur le territoire
dans ces cas-là, deviennent subitement extrêmement populaires et qu'on ne se pose plus la question du coût exclusivement, parce qu'on voit qu'il y a des missions de service public qui doivent être rendues indépendamment justement de ce seul impératif de rentabilité. Agnès Verdier-Molinier, moins de fonctionnaires, mais où? Alors, Gaël Slimane disait, les Français disent pourquoi pas, mais quand on leur dit des infirmières, des policiers, des professeurs, c'est une autre limonade. Bien sûr. Mais la question n'est pas de supprimer les services publics. Aucun pays ne l'a fait. La question n'est pas de poser la question de est-ce qu'il faut des services publics? Bien sûr qu'il en faut. Mais tout à l'heure, Mme Simonet disait, finalement, s'il n'y avait pas de services publics, si tout était géré par le privé, ce serait affreux, ça coûterait beaucoup plus cher. Mais je crois que là, il y a un petit problème d'analyse de chiffres. Parce qu'au contraire, quand on regarde le coût d'un élève dans l'enseignement privé sous contrat, que ce soit en premier degré ou en second degré, c'est-à-dire dans le primaire ou en collège et lycée, au contraire, l'éducation nationale coûte plus cher. Pourquoi? Si, bien sûr que si, c'est vrai. Ce sont les chiffres du ministère. Mais non, parce que vous avez non seulement les moyens alloués par le ministère. Parce que quand on regarde les chiffres, et je vous invite à regarder tous les chiffres du ministère, parce que nous n'avons fait que retraiter ces chiffres. Quand on regarde y compris la part payée par les parents, on a un écart entre 2 et 3 000 euros par élève et par an entre le privé et le public, en défaveur de l'enseignement public. Pourquoi? Parce qu'il y a des retraites, un système de retraite des enseignants du public, et ça les enseignants le savent, les fonctionnaires le savent en général, qui est plus favorable en termes de mode de calcul. Et un tiers du coût supplémentaire, il vient de ce système de retraite qui est plus cher. Donc arrêtons de dire de manière trop facile et trop finalement... c'est un discours qu'on sert en permanence aux Français, que ça coûterait plus cher si c'était le privé qui avait ses missions de service public. Vous dites que ce n'est pas vrai. Et d'autant plus, les Français demandent que ça, de pouvoir mettre leurs enfants dans des écoles d'enseignement privé sous contrat, parce qu'il y a des files d'attente énormes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est une piste, par exemple, pour réduire la fonction publique, que de transférer, entre guillemets, plus d'enseignement vers le privé? Plus d'enseignants vers le privé? C'est quelle mission de service public, pour quelle qualité, mais qui, finalement... Et d'ailleurs, le Conseil d'État n'a jamais dit, par exemple, qu'il fallait absolument avoir un agent statutaire pour remplir une mission de service public. Ça, c'est une vision qui est beaucoup trop étriquée pour le XXIe siècle. Au contraire. Et quand vous parlez des hôpitaux, c'est très intéressant aussi. Quand vous comparez hôpital public, clinique privée, là aussi, il y a des écarts de coûts. Des écarts de coûts à l'acte qui sont très importants. Il y avait une convergence qui était prévue en 2004. Dans la loi, à l'époque, c'était Jean-François Mattei qui était ministre de la Santé. Il n'y a jamais eu de convergence entre les tarifs des cliniques et des hôpitaux pour même acte, exactement le même acte. Il y a 22% d'écart. C'est à peu près 7 milliards d'euros d'économies potentielles par an. Donc, à un moment, il faut aussi se poser la question de, finalement, est-ce qu'on n'a pas une image qui est tronquée du service public? Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des services publics de meilleure qualité, voire d'aussi bonne qualité, pour un prix moins élevé? Alors, Daniel Simonet, des missions de service public, mais assurées par du personnel privé, pourquoi non? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Je suis conseillère de Paris. À Paris, nous avions des parkings municipaux. Vous êtes fonctionnaire vous-même d'ailleurs. Alors d'ailleurs, je suis fonctionnaire, mais en disponibilité. Alors je n'ai pas le traitement de Monsieur Wauquiez, et je ne cherche pas à l'avoir. Donc je suis en disponibilité. Je me consacre pleinement à mon mandat de conseillère de Paris. Nous avions sur la capitale avant des parkings municipaux. Ils sont maintenant laissés à la gestion, pour la plupart, pour le grand groupe de Vinci. Et je suis allée, moi, regarder le résultat de ces délégations de service public pour voir justement quels étaient les bénéfices engrangés par Vinci. Vinci, sur Paris, c'est 40 millions d'euros de bénéfices nets par an qu'ils se mettent dans la poche. Or, si c'était géré par la municipalité, eh bien non seulement on pourrait du coup avoir des coûts moins élevés pour le citoyen parisien lorsqu'il vient garer sa voiture, ou celui qui vient dans Paris, mais en plus, on aurait du coup une réduction. En voiture, parce que là, c'est un sujet. Ces bénéfices qui sont mis dans la poche d'intérêts privés sont totalement scandaleux. Ce qu'il faut comprendre, le vrai débat, c'est quel projet de société. Moi, je suis attachée à une république qui doit avoir vocation d'être une république sociale. Et pas de république sans service public. Les services publics, c'est la propriété de celles et ceux qui n'en ont pas. On n'a pas dit qu'il n'en fallait pas. Que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, que ce soit... regardez, on devrait parler aussi des pompiers. Vous avez vu cet été, ils nous ont alertés, qu'il s'agisse de la Corse, qu'il s'agisse du sud de la France. Les sous-effectifs de pompiers ont été catastrophiques dans la gestion du statut public, c'est-à-dire de la fonction publique, que du service public, parce que il y a en France aussi aujourd'hui des délégations de service public. Oui, nous parlions du nombre, et est-ce que c'est géré
en service public ou est-ce que c'est délégué au privé? Donc il y a deux débats. Un, il n'y a pas trop de fonctionnaires. Au contraire, allez dans n'importe quel établissement scolaire, vous verrez qu'il y a quand même, l'établissement scolaire irait mieux s'il y avait quand même un peu plus d'enseignants. Et d'ailleurs, une seule mesure qui avait été prise, qui me semblait aller dans le bon sens dans le quinquennat précédent, c'était qu'il y ait plus de maîtres de classe pour être en capacité vraiment de contribuer à la réussite scolaire de tous. Est-ce qu'à l'hôpital, on a trop de fonctionnaires? Au contraire, il y a une souffrance au travail qui dégrade les conditions même du service public. Vous allez dans n'importe quelle urgence, vous voyez le temps d'attente, il est bien lié à l'insuffisance du nombre de fonctionnaires. Et quand on vous dit, Daniel Simonet, regardez nos fonctionnaires de police. Ils sont obligés de faire un nombre incalculable d'heures supplémentaires parce qu'ils sont en sous-effectif. Donc, si on veut absolument répondre aux besoins de toutes et tous en matière de santé, d'éducation, de sécurité, de justice, on a une justice complètement clochardisée. Ça, tout le monde le reconnaît. Mais oui, mais parce que la suppression budget de la justice sous est inférieur à Sarkozy, ça a celui été de nos une voisins. catastrophe. Donc, si on veut améliorer la qualité de vie de toutes et tous, satisfaire les besoins sociaux et aussi répondre aux enjeux écologiques, il faut beaucoup plus de fonctionnaires. 4,5 millions de fonctionnaires il y a 20 ans, 5,5 millions de fonctionnaires aujourd'hui. On voyait que la population avait augmenté. Finalement, dans on le est même donc temps. sur une évolution stable, Oui. puisque le chiffre est le même Non, dans le plus ratio rapide. par rapport aux habitants. Voilà. Et par contre, nos besoins... Alors, est-ce qu'on en a les moyens? là, vous avez tout le débat qui est posé par Bruxelles. D'accord? Et Pas seulement par Bruxelles. Non, mais notamment par Bruxelles, voilà, et tous les néolibéraux. D'ailleurs, ça avait commencé, on pourrait monter aux expériences de Pinochet au Chili, où l'objectif, c'est de casser les services publics, casser les politiques publiques et faire en sorte d'encourager la privatisation. Et donc, il y a toute une politique qui vise à imposer la réduction de la dépense publique. Et finalement, on voit derrière cela, le véritable objectif, c'est de permettre la privatisation et de permettre la mise en concurrence et le développement des intérêts privés. Quand on est attaché à un projet républicain, eh bien, on préfère défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général est mieux garanti général, c'est par la qualité des services du service public. Et la qualité, avec justement une bien meilleure qualité. n'est pas liée au statut, au Et contraire. si, mais Et le c'est statut, ça on va y qu'on parler voir. tout à l'heure. C'est ça qu'on va Mais voir. bien sûr, parce que la précarité dégrade les conditions de la façon dont vous réalisez votre politique. Justement, on le voit, il y a encore des chiffres qui viennent de sortir. On voit l'écart, notamment de jours d'absence entre les agents titulaires Ça, on en parlera dans un instant, et les mais je agents voudrais demander- contractuels. Et là, tout d'un coup, Parce qu'il y a une on véritable se rend souffrance compte au travail. qu'il n'y a pas de connexion. Ça, on en parlera Plus dans vous un êtes instant, mais protégé s'il dans vous plaît, l'emploi public, Agnès Verdier-Molinier. Et finalement, moins vous êtes Gaël attaché Sliman. à la qualité de la mission de Est-ce que service. les Français, ils font cette différence-là? Daniel Simonet disait projet de société. Derrière ça, il y a l'idée qu'on se fait d'une société. Est-ce que les Français, ils sont sensibles à ça? Oui. Ou est-ce qu'ils voient simplement, moi, quand je vais à la poste, que ce soit un agent privé, que ce soit un agent public, peu importe? Alors il y a deux sujets. Il y a le sujet de assurer des services d'intérêt généraux. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un statut de fonctionnaire pour pouvoir le faire, ou est-ce que ça peut être délégué? Les sujets de délégation de mission de service public, ça c'est accepté par l'opinion de plus en plus. Et puis il y a des trésors, il y a des sanctuaires, des domaines dans lesquels les Français considèrent qu'il faut rester très vigilant à ce que la gestion relève pour l'essentiel toujours du domaine public. Agnès Verdier-Molinier évoquait le cas du privé à l'école. Bon, il y a plein de Français qui font embouteillage pour mettre leurs gamins dans les écoles De plus en privées, plus, hein. de plus en plus, mais il n'empêche que globalement, quand en sondage vous interrogez les gens sur l'attachement qui existe par rapport à l'école publique, il est extrêmement conséquent. Il la fuit aussi. Alors, il la fuit aussi parce que souvent, quand vous faites des enquêtes auprès de parents d'élèves, ils vous disent mais je désespère, j'aimerais mettre mon enfant dans l'école publique, je ne demande que ça. Mais comme tous les parents partent dans le privé, on retire leurs enfants pour les mettre dans le privé. C'est aussi une question de qualité du d'enseignement. coup, non. La principale raison, Ils en reviennent tous, c'est celle de en la plus. ghettoisation. C'est-à-dire que quand vous faites des études auprès de parents d'élèves pour essayer de comprendre pourquoi ils ont envoyé leurs gamins dans le privé, il y a des questions de conviction qui se posent chez certains, mais ça, c'est pas nouveau. Et puis, il y a une question forte qui est de se dire, j'aurais préféré mettre mon enfant dans le public, mais vous comprenez, comme les autres parents l'ont retiré du public pour le mettre dans l'école privée à côté, eh bien, je fais pareil parce que le niveau aurait baissé. C'est en tout cas un argument important Un qui ressort indicateur, si vous ces le voulez enquêtes. bien, pour alimenter notre débat, ce comparatif avec nos principaux voisins européens, le poids, la part de la fonction publique par rapport aux habitants, par rapport à la population. Pour 1000 habitants, alors qu'est-ce qu'on découvre sur ce tableau? Que la France n'a pas la fonction publique la plus importante, mais si on enlève les pays scandinaves, Danemark, Finlande, Suède, la France, effectivement, par rapport aux pays de même dimension, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et ne parlons pas du Royaume-Uni, la France est effectivement un pays très administré.
Un commentaire, Renaud Dely? Mais c'est indéniable, les chiffres que vous montrez sont incontestables. Après, c'est vrai qu'il y a une tradition historique, d'une part, déjà, c'est que chacun de ces pays que vous évoquez n'ont pas la même histoire derrière eux. L'unité de l'Allemagne, l'unité de l'Italie sont beaucoup plus récentes que la tradition jacobine, et même d'ailleurs antérieure. La France a toujours été un pays extrêmement centralisé, avant même l'avènement de la République. Il y a un État donc extrêmement jacobin, extrêmement centralisé. Vous avez en Italie ou en Allemagne des régions qui pèsent beaucoup plus fort, qui ont des responsabilités, des missions pour le coup à assumer beaucoup plus fort. Donc, ce qui est intéressant. Mais la question que pose Emmanuel Macron, c'est est-ce que c'est tenable? Moi, je pense, j'aurais une approche qui n'est pas forcément extrêmement. Je pense qu'une approche pragmatique s'impose. C'est-à-dire que la question qui se pose est quand même celle à la base, me semble-t-il, des missions de services publics et de la façon dont elles sont assumées et rendues aux usagers des services publics. Et on voit qu'il y a des endroits, il y a des secteurs dans lesquels il y a des manques, il y a des dysfonctionnements, il y a des carences. On parlait de l'hôpital, c'est spectaculaire, c'est manifeste. On voit bien que l'éducation nationale aussi ne croule pas forcément sous les moyens. Alors, est-ce que la résorption de ces difficultés passe mécaniquement par une augmentation des effectifs ? Pas forcément. Ça dépend, là encore, effectivement, des endroits, des missions. Mais ce n'est pas la question du statut qui, me semble-t-il, résoudrait par avance. Ce n'est pas parce que ces agents vont relever du privé d'un seul coup que les missions seraient mieux rendues. C'est comme à l'inverse. Ce n'est pas parce que ce sont des fonctionnaires relevant du public, d'autant qu'il y a une forme aussi de malhonnêteté. On sait très bien que la précarisation, elle atteint aussi la fonction publique à travers la multiplication des contrats précaires, des vacataires et de ce type de contrats. Oui. Donc le mot public n'est pas un mot magique, comme le mot privé n'est pas forcément un mot affreux. En revanche, il y a des secteurs où évidemment réduire le nombre de fonctionnaires, réduire le nombre d'enseignants, réduire le nombre d'infirmières, ça paraît aberrant. À l'inverse, on sait très bien par exemple que dans l'administration de Bercy, l'informatisation en particulier, c'est d'ailleurs une des administrations qui a été les plus frappées. C'est beaucoup là que les réductions de postes ont été effectuées. Déjà, mais on sait très bien que là, pour le coup, c'est vrai que ça serait idiot de ne pas tenir compte aussi de l'informatisation d'un certain nombre de services. Des progrès techniques. On parlait des comparaisons européennes, je voudrais qu'on entende l'avis d'un visiteur. Il ne vient pas d'Europe, il est américain. C'est l'avis d'un Américain amoureux de la France, installé en France, le journaliste et essayiste Ted Stanger, c'est notre témoin. Bonsoir Ted Stanger. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous avez travaillé pour de nombreux journaux, dans de nombreux pays. Vous êtes installé en France. La France. Encore installé sur ma chaise, pardon. Non, la chaise c'est plus compliqué. Mais la France. Pardon, je vous ai bien. coupé la parole, comme c'est la tradition en France. Alors, elle ne cesse de vous émerveiller, de vous étonner, la France. Vous avez publié il y a quelques années un livre, Sacré fonctionnaire. Elle vous émerveille ou elle vous étonne, notre fonction publique? Tout d'abord, ce livre, ça m'a valu la perte de quelques amis et de quelques connaissances, et surtout des partenaires de tennis qui ne voyaient pas la chose de la même façon que moi, parce que notamment, c'était des fonctionnaires. C'est une vache sacrée, la fonction publique, chez nous? Ah ben oui, et d'ailleurs, je sais que vous faites des discussions très doctes et très sages avec des chiffres, des statistiques, mais pour moi, ça reste pour les Français un truc émotionnel. Et pour moi, les Français sont incapables, et c'est pour ça que je pense tout débat comme celui-ci est inutile. C'est important, mais inutile. Merci. Les Français sont incapables de changer. Je vais vous couper la parole en bonne française, alors. Allez-y. Attendez un peu quand même. Allez-y, Ted Stanger. Non, parce que pour moi, quand un Français il va au guichet, c'est comme il allait à la confesse dans le temps. Pourquoi? Parce que vous avez remplacé le Dieu des chrétiens par le Dieu qui est l'État laïque. Et les fonctionnaires, ce sont des curés de village. Et les hauts fonctionnaires, ce sont des cardinaux. La Bible est remplacée par, vous avez deviné, le Code du travail. Et le pape, c'est le président de la République. Alors, rien n'a changé. C'est une présentation pas du tout caricaturale et pas rien du tout n'a changé, d'idéologie. Rien n'a changé. Donc, la fonction publique... Nous, on est attachés à un système vous utilisez de santé, beaucoup par ce mot exemple, attaché. Oui, nous sommes attachés à cela. Oui. Attaché, j'entends beaucoup le mot attaché. Oui, parce que nous, au moins, je veux dire, la question de la santé pour toutes et tous, quelle que soit la situation sociale des uns et des autres, c'est quelque chose d'important. Et je crois que c'est des grands mots, c'est des grands. Mais laissez-moi vous expliquer mon cas. Laissez-moi vous expliquer mon cas. Moi, je ne suis pas touriste ici. J'ai 2 enfants ici. Il y a un qui est déjà français et l'autre va devenir français lorsqu'il aura 13 ans, j'espère, s'il est d'accord. J'ai ma vie ici, en quelque sorte. Je ne suis pas électeur, mais je suis contribuable. Donc, j'ai ma part à dire. Et je trouve que c'est dommage que Google, Amazon, Facebook, c'est des trucs américains.
quand il y a tant d'inventivité dans ce pays, quand il y a tant de pouvoir de création, quand vous avez tant d'idées dans ce pays, et qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes dans ce pays? À 70% selon le sondage, si ce n'est pas 80%, ils veulent être fonctionnaires. Ça a un peu changé, heureusement. Pas beaucoup. Ils veulent aussi être chefs d'entreprise. Et si vous dites... Ils veulent servir l'intérêt général. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve ça vachement plus intéressant de vouloir servir Non, c'est parce qu'ils ne l'intérêt veulent pas le général. virer. Ils ont peur de le virer. Comme dit M. Macron, faire en sorte que tous les jeunes rêvent de devenir C'est pas des du tout ça, c'est milliardaires. parce que vous avez diabolisé le secteur privé. Le patron, c'est un voyou, forcément. Tandis que dans le secteur public, comme on sait, c'est la Dolce Vita. Ted Stanger, Emmanuel Macron, il va arriver à ses fins, il va... Ah non, pas du tout. Et il y a une seule puissance sur Terre qui peut changer la France, et c'est le marché obligataire. Le jour où vous ne pourrez plus emprunter à 1,5%, que vous devez payer 2,5% ou 3,5%, voire 4,5%, parce que c'est arrivé, là, vous allez crouler. C'est pour ça qu'il faut aussi un Daniel peu Simonet, de public bancaire pour pouvoir préserver aussi nos services publics. Est-ce qu'on finance notre service public et notre fonction publique par la dette? Alors, c'est ça la question posée. Je vais vous donner un exemple, mais je vais répondre à votre question. Avec les 20 millions d'euros par an qui sont alloués au CICE, soi-disant pour absolument préserver pour préserver l'emploi, on a sauvé entre 45 000 et 115 000 emplois, ce qui faisait un emploi préservé par le CICE 200 000 euros. C'est-à-dire qu'avec cela, vous avez au moins 6 ou 7 fonctionnaires à l'année. Enfin, je veux dire, bon. Donc on est sur une gabegie d'argent donnée à des grandes entreprises par ce biais du CICE. Et là, on n'interroge jamais. Est-ce que les actionnaires dans notre pays coûtent cher? Bien, moi, je pense que ça serait bien, Monsieur Pujadas, et vraiment, faites cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, les actionnaires... On s'est interrogé plus d'une fois, c'était dans d'autres cadres. Pas forcément, vous m'invitez, pas forcément moi, mais vous verrez que vous aurez sur la diversité de ce type de plateau un débat aussi. Le fameux pince de M. Gattaz. Voilà, les actionnaires nous coûtent très cher à notre économie. Et je peux vous dire que les entrepreneurs en France sont ravis de nos services publics. Parce que nos services publics permettent la formation à la qualification professionnelle, par exemple. Agnès Verdier-Molinier, la question que je vais vous poser, on reste sur les comparatifs européens. Est-ce que vous dites, nos partenaires, nos voisins font aussi bien avec moins de monde? Est-ce que c'est ça, en gros, que vous dites? Mais bien sûr. Mais regardez les chiffres sur l'Allemagne. Alors vous disiez, Renaud, qu'en Allemagne, ils sont gérés plus au niveau local. Et c'est vrai. Mais en quoi est-ce que c'est mal? Au contraire, c'est bien. Parce que gérer l'éducation et gérer l'hôpital au niveau local... Et c'est moins cher? C'est beaucoup moins cher. Notamment, par exemple, sur la question hospitalière, qu'on a beaucoup évoquée là, depuis le début de l'émission. Il y a 11 milliards de moins dépensés en Allemagne sur les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des statuts qui ne sont pas aussi corsetés que le nôtre, parce qu'ils ont des directeurs d'établissements qui sont beaucoup plus libres. On parle des agents, on parle de valoriser leur travail, etc. Aujourd'hui, un directeur d'établissement hospitalier public, il ne peut pas donner une prime de présentéisme à ses agents. Il ne peut pas les faire évoluer exactement comme il veut. Tout est géré, même au niveau de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, tout est géré au ministère. Vous dites c'est mal géré. Mais je dis que il y a des gâchis. Si on veut motiver les agents, si on veut les valoriser quand ils travaillent bien, si on veut motiver aussi les médecins hospitaliers. Aujourd'hui, on fait de l'activité privée à l'hôpital et beaucoup de monde le décrit en disant c'est pas bien, on ne devrait pas continuer à avoir de l'activité à l'hôpital privé pour les chirurgiens, etc. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour les empêcher de partir dans les cliniques privées ou alors à l'étranger. Donc on forme pendant des années les meilleurs médecins, les meilleurs chirurgiens. Et ensuite, soit ils partent dans le privé en France, et là, heureusement, on les a encore, et ils peuvent encore opérer les Français, soit ils partent aux États-Unis, ils partent à Boston, ils partent ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on ne les paie pas à la mesure de leur talent. On ne les paie pas à l'acte. Et alors, on paye de la même manière. C'est-à-dire que vous soyez un très très bon chirurgien ou que vous soyez un beaucoup moins bon chirurgien, que vous opériez beaucoup ou que vous opériez très peu, vous êtes payé de la même manière. Ted Stanger, un dernier mot. Ça fait baisser la qualité de nos services publics. On va marquer une pause, mais un dernier mot, Ted Stanger. Les amis que vous avez perdus, vous les avez retrouvés quand même? Pas du tout. J'ai arrêté le tennis d'ailleurs. Donc c'est d'une tristesse pour moi. Mais bon, tout ça, c'est la faute de la fonction publique, n'est-ce pas? Merci de nous avoir rendu visite. On marque une pause. Restez avec nous dans un instant. On va entendre les fonctionnaires eux-mêmes, leurs sentiments sur ce qu'on nomme parfois un fonctionnaire bashing. Un autre témoin nous rejoindra et puis on verra le détail des projets du gouvernement, salaire, jour de carence. Écoutez d'ailleurs Édouard Philippe en visite en Allemagne. Nous avons reçu tout à l'heure sa réaction à l'annonce de cette journée de grève dans la fonction publique. Et puis on se retrouve après la publicité.
Les discussions avec les fonctionnaires sont en cours, avec les organisations qui représentent leurs intérêts sont en cours. Elles sont menées par Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Moi, je ne préjuge pas de leur succès, mais j'ai indiqué clairement quels étaient les objectifs, quelles étaient les contraintes aussi de notre budget. Et j'ai encore une fois bon espoir que l'ensemble des Français comprennent que notre politique cohérente, globale, déterminée, c'est de réparer le pays et de le faire repartir. Je ne crois pas que cela passe par plus de blocage, mais au contraire par plus de mouvement. Quels sont ces projets du gouvernement pour la fonction publique? Les questions qui fâchent avec Justine Corbillon, Delphine Ricoy. Ces derniers jours, c'est la première question qui fâche, la hausse de la CSG. Plus 1,7 point au 1er janvier, une augmentation qui concernera tous les Français, mais n'aura pas les mêmes conséquences pour tout le monde. Les salariés du privé, eux, auront un coup de pouce. Leurs cotisations salariales seront supprimées. Leur salaire net va donc augmenter. Pour les fonctionnaires, en revanche, ces cotisations n'existent pas. Du coup, pour l'heure, pas de compensation à cette hausse de la CSG. Les négociations avec le gouvernement sont en cours. Deuxième question qui fâche, le rétablissement du jour de carence, un feuilleton politique permanent. Instauré en 2012 par Nicolas Sarkozy, puis supprimé 2 ans plus tard par François Hollande et maintenant rétabli par Emmanuel Macron, le jour de carence vise à limiter l'absentéisme des fonctionnaires. Lorsqu'ils poseront un congé maladie, ils ne seront plus indemnisés par la Sécu dès leur premier jour d'absence, mais seulement à partir du 2e. Économie réalisée par l'État, 170 millions d'euros par an. Vient en numéro 3 cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron, des suppressions de postes chez les fonctionnaires. J'ai donné un référentiel, 120 000 entre les 3 fonctions publiques. 120 000 postes supprimés d'ici 5 ans. Emmanuel Macron rompt complètement avec son prédécesseur François Hollande, qui n'a pas supprimé un poste dans la fonction publique de tout son quinquennat. Enfin, 4e point, le gel du point d'indice qui sert à calculer le salaire des fonctionnaires. Là encore, le précédent gouvernement l'avait augmenté en 2016, annonçant ceci. La volonté du gouvernement de dégeler le point d'indice à hauteur de 1,2%. Eh bien, Emmanuel Macron va à nouveau le geler pour éviter les dépenses, car le gel du point d'indice, c'est 2 milliards d'euros d'économies par an. Bref, autant de décisions d'Emmanuel Macron qui risquent de fâcher les quelques 5,5 millions de fonctionnaires en France. Avec donc cet appel à la grève pour le 10 octobre des syndicats de la fonction publique. Il faut préciser que le point d'indice, ça n'est pas la seule variable d'ajustement des revenus dans la fonction publique, puisqu'il y a aussi l'avancement automatique qui compte beaucoup dans ces salaires. Renaud Dely, ce plan Macron pour les fonctionnaires, il est équilibré ou bien il leur demande beaucoup ? Alors, il peut paraître équilibré par rapport à ses 2 prédécesseurs. Et c'est là qu'on retrouve la nature et en même temps du macronisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fameuse RGPP, la révision générale des politiques publiques mise en œuvre par Nicolas Sarkozy lors de son quinquennat, qui consistait à supprimer un poste sur 2 mécaniquement dans l'ensemble de la fonction publique. Un départ en retraite sur 2 n'était pas remplacé, quels que soient en l'occurrence les secteurs. Donc il y avait une dimension massive, on n'en est pas là. Et on n'en est pas, comme le rappelait votre sujet, à l'inverse, dans une défense en tout cas de la fonction publique et de ses effectifs, comme François Hollande. Donc de ce point de vue-là, il peut paraître équilibré. En revanche, là où il peut paraître déséquilibré, c'est par rapport aux autres décisions de la politique gouvernementale depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Quand d'un côté on demande quand même un certain nombre d'efforts, c'était rappelé dans le sujet, notamment par exemple l'absence de compensation par rapport à la hausse de la CSG. Il y en aura sans doute une, mais c'est en discussion. Ou le gel du point d'indice, le retour au gel du point d'indice des fonctionnaires, alors qu'on en convenait tout à l'heure. La fonction publique française, pour faire bref, n'est pas surpayée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. Et quand dans le même temps, Emmanuel Macron prend des décisions fiscales qu'il avait annoncées, d'allègement massif de l'ISF, ou la fameuse baisse des APL qui, elle, était plutôt une surprise en tout cas, et un certain nombre de décisions comme ça. Là, en revanche, ce plan peut évidemment paraître déséquilibré, en ce sens que une catégorie, celle de la fonction publique, peut se sentir visée et lésée par rapport à d'autres plus privilégiés depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Gaël Slimane, les Français, ils pensent plutôt qu'il faut défendre à tout prix les fonctionnaires
parce que ensuite ce sera aussi à eux de fournir des efforts, même si les retraités dans leur ensemble, en tout cas les plus aisés, vont fournir des efforts, on en a parlé ici même l'autre jour, ou bien ils disent, ben non, les fonctionnaires, ils ont quand même des avantages, l'emploi à vie, un régime de retraite favorable avec un calcul sur les 6 derniers mois, et donc ils doivent aussi payer un peu. D'abord, contrairement à ce que croient souvent les fonctionnaires quand on fait des études en miroir, où on compare la perception qu'ont les fonctionnaires, qu'ont les Français des fonctionnaires avec l'idée que s'en font les fonctionnaires, contrairement à ce qu'ils imaginent, ils ont une bonne image dans l'opinion. Les Français ont une bonne image de leurs fonctionnaires, ils ont une bonne image de leur service public. Une fois qu'on a dit ça, en même temps, comme dirait l'autre, ils estiment que des efforts sont demandés en ce moment à toutes et à chacun et que les fonctionnaires doivent en prendre leur part. Donc de ce point de vue-là, la position consistant à leur demander à eux aussi de faire des efforts, elle est comprise par les Français, elle est plutôt acceptée. Ce qui ne va pas, c'est ce que, dans l'opinion en tout cas, c'est ce que décrivait Renaud il y a un instant. C'est ce sentiment de plus en plus fort chez les Français qu'il fallait faire des réformes, qu'ils ont élu Emmanuel Macron pour ça, qu'il faut être audacieux, mais que ces réformes, à leurs yeux, profiteraient à une catégorie de population, les chefs d'entreprise, les Français les plus aisés, et c'est un petit peu... et que tous les autres devraient payer, d'une certaine manière. Et c'est un petit peu le reproche qu'ils avaient pu faire à Nicolas Sarkozy en 2007. C'est-à-dire qu'on va retrouver de manière assez symétrique, assez parallèle d'ailleurs, les courbes de popularité, et les structures de popularité des deux présidents à 10 ans d'intervalle. En gros, oui pour les réformes, mais pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes qui paieraient pour ces réformes ? Daniel C'est Simonet. ça le sentiment qui se dégage de nos études. En même temps, tout était sur la table. Le pari de dire oui, on va baisser l'ISF, oui, on va baisser l'impôt sur les sociétés, parce qu'on fait le pari d'une relance économique par l'investissement, par le retour des gens qui ont de l'argent, et du coup, on va demander un effort à tous les autres pour réduire les déficits. C'était sur la table. Non, j'ai pas vraiment le sentiment que les électrices et les électeurs aient eu comme information voter Macron. On prendra dans la poche des plus démunis 5 € sur les aides au logement. Et puis par contre, on donnera 3 milliards d'euros de remise de l'ISF pour les plus gros actionnaires. Il ne s'est pas présenté ainsi à l'élection, vous en conviendrez. Bon. Or, aujourd'hui, la réforme fiscale, les mesures, elles permettent aux 10% les plus riches de bénéficier de 47% des démissions d'impôts. Je pense que les Françaises et les Français comprennent très bien que ça n'est pas possible d'avoir des services publics de qualité et d'avoir les fonctionnaires les moins bien payés. Prenez les enseignants sont les moins bien payés d'Europe. Ça n'est pas possible. On doit au contraire aussi se poser la réflexion sur quel nouveau service public aurions-nous besoin. Vous avez vu encore un scandale sur le médicament. Est-ce qu'à un moment donné, on n'aurait pas besoin d'un pôle public du médicament ? Je peux vous poser Regardez une question les Je peux vous poser une question, Daniel Simonet ? S'ils étaient gérés non pas par les grands groupes, mais de manière publique, on aurait certainement des prix qui arrêteraient d'exploser comme ils explosent. Une question précise. Le jour de carence. Oui. Les salariés du privé ont 3 jours de carence, si je ne m'abuse. Les fonctionnaires n'en avaient pas. Oui. On décide une journée de carence. Est-ce que ça n'est pas là une question d'équité ? Eh bien moi, je vous propose qu'on fasse l'égalité dans le sens inverse. Vous savez, parce que c'est toujours cette mise en concurrence entre le public et le privé qui a permis aux gouvernements libéraux successifs de faire leurs réformes de casse de la retraite, de casse de la protection sociale. À chaque fois, ça va dans ce sens-là. Je pense au contraire qu'il faut se poser vraiment la question. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'absentéisme ? Moi, je vais vous le dire. À la ville de Paris, là où l'absentéisme est le plus important, c'est là où il y a le plus de souffrance au travail. Là où il y a des problèmes de sous-effectifs et des problèmes aussi de management qui sont totalement empruntés au privé et qui créent vraiment un malaise profond dans le rapport au travail. On a par exemple en ce moment, au niveau des travailleurs sociaux, une perte de sens, tellement on est en train de transformer leur mission. Alors, la réponse... Attaquons-nous au cœur du problème. Les fonctionnaires sont attachés à leur métier et les Français sont attachés à la qualité du service public rendu. Réponse d'Agnès Verdier-Molinier. Puis on écoutera des fonctionnaires. C'est plus stressant de travailler dans le public que dans le privé, parce qu'il y a plus d'arrêts maladie dans le public que dans le privé. Alors, pour revenir à la question de la CSG, parce qu'on a vu dans le reportage qu'il y avait peut-être l'idée que ce n'était pas équitable entre les salariés du privé et les salariés du public. J'aimerais mettre un petit focus sur la question des cotisations maladie qui sont payées par les salariés du privé, les 0,75, et des cotisations chômage qui sont payées par les salariés du privé, les 2,4. Ces cotisations-là n'existent pas pour les salariés du public. Ça veut dire quoi, pour leur majeure partie ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis des années et des années, ils ne cotisent pas la même chose que les salariés du privé,
à l'assurance maladie et à l'assurance chômage. Ils ne cotisent qu'1% de solidarité pour le chômage, mais qui ne représente qu'1 milliard d'euros, alors que ça représenterait beaucoup plus. Il y a eu une étude qui a été faite sur le sujet. Si on additionnait les cotisations employeurs qui ne sont pas payées par l'État sur la maladie et sur le chômage, on arrivait largement à plus de 10 milliards d'euros. Et en regardant les cotisations, rien que les cotisations chômage des salariés du public, si on les avait fait cotiser à hauteur des salariés du privé, on était peut-être à 3-4 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui en déficit de l'assurance chômage. Donc il y a un moment où il faut peut-être se poser la question déjà s'il n'y a pas une inéquité au départ. Jour de carence. Elle est là la question. Alors si on compense intégralement la hausse de CSG des agents, c'est pas tout à fait juste non plus vis-à-vis des salariés du privé. Sur la question du jour de carence, il y avait cette mesure qui avait été adoptée en 2012, ça a été dit, elle était tout à fait logique, elle a fait baisser, et notamment dans les hôpitaux, on y revient, et la Fédération hospitalière de France avait écrit à la ministre Madame Lebranchu en disant ne supprimez pas, s'il vous plaît, Madame la Ministre, on vous en supplie, parce que ça nous a permis de faire baisser l'absentéisme régulier et de courte durée, celui qui finalement déstabilise le service, qui fait baisser justement la qualité du service dans les hôpitaux, qui fait reposer sur les infirmières qui sont tout le temps là le travail de ceux qui sont peut-être moins assidus et qui finalement font reposer sur les autres leur travail. Là, cette question-là, on voit bien que c'était une question idéologique. Alors, pour trancher les choses, puisque vous dites qu'il ne faudrait pas de jour de carence du tout, mais c'est totalement illusoire, parce que là, on est déjà à 24 jours d'absence pour les agents titulaires, 24 jours d'absence en moyenne sur l'ensemble de la fonction publique pour les titulaires, alors que pour les contractuels, c'est 10 jours. Vous voyez bien qu'il y a un écart, et que dans le privé, on est autour de 15 jours, 15 à 17 jours. Donc votre modèle, c'est le modèle, imposons la précarité à toutes et tous, et comme ça, les personnes sont tellement dans l'angoisse de perdre leur travail qu'au moins, ils ne sont pas absents. C'est ça votre conception du rapport au travail. Il y a une convention, Elle vous répond, Agnès Verdi-Molinier, bancaire, qui est tout à fait intelligente. Ils ont 3 jours de carence, et il y a 2 fois 3 jours de carence qui sont pris en charge par l'employeur dans l'année. Mettons tout le monde sur un pied d'égalité. Allons plus loin que simplement 1 jour de carence ou 3 jours de carence de l'autre côté, avec toujours l'éternel débat. Et certains ont les jours de carence qui sont payés par l'employeur. Alors la question, c'est à 100%, hors prime, avec les primes. C'est impossible de comparer. Prenons le même système, c'est ce que nous proposons à la Fondation IFRAP. 3 jours de carence, 2 fois par an, l'employeur les paye, peut-être hors prime. Si c'est l'État qui paye, ça revient un peu au même par rapport au système d'aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, l'absentéisme des agents, il nous coûte extrêmement cher. On est sur des milliers de postes qui, finalement, sont payés pour rien. C'est ça le problème. Alors, les évaluations ont été faites. C'est en regardant à la fois le temps de travail des agents qui est inférieur aux 35 heures et en regardant la question de l'absentéisme, on est de l'ordre de 30 à 40 000 postes qu'on pourrait récupérer. C'est des équivalents temps plein. Donc ça compte. Question maintenant, qu'en pensent les fonctionnaires eux-mêmes? Ça n'a évidemment pas valeur de sondage, mais écoutez ces sentiments, ces propos recueillis à la volée à la sortie d'un centre administratif dans les Hauts-de-Seine à Nanterre. Ils l'ont dit avec Hortense Villat, reportage réalisé avec Adrien Ponsard et Servan Pi. Vous les faites les 35 heures ou vous en faites plus? Moi, personnellement, je mets un point d'honneur à les faire, à ne pas aller au-delà. Parce que la plupart du temps, les heures supplémentaires ne sont pas systématiquement payées. Donc, non. Et vous pourriez travailler plus? Travailler plus? Oui, mais dans ce cas-là, je peux dire adieu à ma retraite et commander directement un cercueil, je pense. Parce que là, je suis déjà à 53 ans, j'y arrive déjà plus. Alors, non, travailler plus, non. Venez à 19h ici, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui sortent, ou même 20h, il y a des personnes qui sortent. Ça veut dire quoi, qu'on ne termine pas sa journée à 16h quand on est fonctionnaire? Non, en tout cas ici, c'est pas possible. C'est la caricature. C'est la caricature, je suis d'accord. Mais je pense que du coup, c'est une caricature aussi qui est véhiculée par certains hommes politiques qui en fait savent que ce n'est pas la réalité, mais qui jettent un peu en pâture aussi pour derrière mener d'autres réformes et peut-être opposer des catégories de travailleurs. Et c'est plus facile à la banque quand on est fonctionnaire justement grâce à la sécurité de l'emploi? Allez à la banque, regardez le salaire des fonctionnaires et regardez si c'est plus facile. Quand vous dites que vous avez le point d'indice gelé, quand vous dites que votre salaire n'a pas augmenté depuis des années, c'est pas plus facile. Il n'y a aucun avantage. Il y a la sécurité de l'emploi, je répète, ça on ne va pas cracher dessus puisque c'est une réalité. Mais il y a aussi une conséquence pour tout ça. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les politiques jouent là-dessus. Mais s'il y a une vraie étude qui est faite sur les fonctionnaires, leurs avantages et aujourd'hui les inconvénients,
Et bien la balance, vous allez voir de quel côté elle va pencher. Que l'on puisse remettre un jour de carence, oui, pourquoi pas. Si dans le privé ils l'ont, pourquoi pas dans le public. Hein. Si ça peut réduire le nombre d'arrêts maladie. Le fonctionnaire, quand il s'arrête, c'est qu'il est vraiment épuisé, il est fatigué, il est malade. Voilà. C'est pas parce qu'il peut finalement avoir un jour de congé un peu facilement ? Non, je pense pas. On a notre conscience professionnelle, si on s'arrête, c'est que vraiment, il y a un problème de santé. Voilà, non aux fonctionnaires bashing. Je vous montre une petite consultation parce que chaque jour on demande à nos téléspectateurs qui sont sur les réseaux sociaux de donner leur avis sur une question qu'on leur pose. Là encore, Gaël Slimane, ça n'est pas du tout un sondage. On ne sait pas qui et comment on répond, mais voilà, quelques centaines de personnes qui nous répondent. Conseilleriez-vous à vos enfants de devenir fonctionnaires ? Regardez le résultat. Eh bien, 41% disent oui, je conseillerais à mes enfants de devenir fonctionnaires. Non, 59%, je ne conseillerais pas à mes enfants de devenir fonctionnaires. Un commentaire ? Pas forcément représentatif, juste du point de vue sondagier. C'est pas forcément représentatif. Allez-y. Non mais David Pujadas l'a dit. Dans les sondages faits auprès d'échantillons représentatifs, vous avez une majorité de personnes en général qui va se positionner sur le oui. Mais attention, je crois que c'était ce que disait Ted Stenger tout à l'heure. Quand vous posez une question sur une autre profession, vous avez aussi une majorité de personnes qui répondent que oui, on le conseillerait. En l'occurrence, être chef d'entreprise, de plus en plus de jeunes envisagent de l'être. Conseiller à ses enfants de l'être, ça devient aujourd'hui majoritaire en France. Donc, le résultat que vous avez sur le... Je vous dis ça, Gaël, parce qu'il semble que autrefois, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, 70% des gens disaient moi, mon rêve, c'est de devenir fonctionnaire, et que le pourcentage est beaucoup baissé ces dernières années quand même. C'est toujours un choix que, quand vous posez cette question dans les sondages, c'est toujours un choix qui est majoritaire. Mais encore une fois, sur un type de profession qui a des avantages perçus en termes de sécurité de l'emploi, si vous testez aujourd'hui l'idée d'être cadre supérieur ou chef d'entreprise, vous aurez aussi une majorité de Français qui dira ah oui, je conseillerais volontiers à mon enfant. Pas forcément de signification. Renaud Dely. Il me semble évidemment qu'il y a un biais, c'est que fonctionnaire, c'est pas une profession, c'est un statut. Si vous posez la question, conseillez-vous à votre enfant d'être infirmière ou d'être policier ou d'être enseignant, vous n'auriez pas forcément les mêmes résultats. Donc je pense que c'est un premier biais. Le deuxième, je pense qu'effectivement, et ça transparaissait d'ailleurs d'une part du reportage que vous avez diffusé précédemment et globalement de notre discussion, il y a l'idée d'égalité qui quand même imprègne la société française largement, et notamment cette comparaison toujours entre public et privé. Idée d'égalité sur laquelle jouent les responsables politiques, notamment pour revenir sur un certain nombre, entre guillemets, j'emploie le mot à dessein, d'avantages ou d'acquis qui sont pas forcément, c'est pas forcément le bon mot, attribués à la fonction publique de longue date. Sauf qu'il y a d'autres curseurs qui jouent en défaveur de la fonction publique. Par exemple, évidemment, le niveau de rémunération ou les évolutions de carrière. Et on sait très bien que pour ce qui est, par exemple, de la motivation, on a évoqué l'absentéisme, il y a différents moyens assez simples aussi de motiver les gens à leur travail, quel qu'il soit, que ce travail relève du statut privé ou public. Il y a évidemment la rémunération, c'est humain. Il y a les évolutions de carrière et puis il y a l'intérêt pour le travail. Et sur ces curseurs-là, on joue relativement peu quand il s'agit de la fonction publique, alors que on sait évidemment dans les entreprises privées, ce sont évidemment sur ces curseurs-là qu'on joue pour motiver Agnès Verdi-Bollier, d'un mot, parce qu'on entendait les personnes interrogées réagir sur le temps de travail, les fonctionnaires, est-ce qu'il est avéré qu'ils travaillent moins que les agents du privé ? Alors, le sujet n'est pas un sujet en fait hebdomadaire ou à quelle heure vous sortez du bureau, parce que le sujet c'est aussi le nombre de semaines de congés que vous avez par an. C'est plutôt en annualisé qu'il faut réfléchir. Et quand vous réfléchissez en annualisé, il y a eu un très bon rapport à la demande de Maryse Lebranchu d'ailleurs, parce qu'il y avait tout un débat. Nous, on avait sorti beaucoup d'études qui montraient que dans beaucoup de collectivités locales, à Marseille par exemple, on n'est pas aux 1607 heures qui sont les 35 heures annuelles. On est à 1567, à La Rochelle on est à 1529. Donc dans beaucoup d'administrations, on est très largement en dessous des 35 heures hebdomadaires. Mais les agents n'en ont pas forcément conscience, parce que souvent, ils travaillent 37 ou 38 heures par semaine, mais ils ont énormément de jours de RTT, de congés. Et à la fin, on a regardé certaines villes, comme par exemple Montpellier, on arrivait, quand on additionnait tout, à 92 ou un peu plus de jours non travaillés en termes d'absentéisme. On avait un absentéisme à 39 jours d'absence par agent et par an, plus les jours de RTT, plus les jours du maire, plus les jours de congés. Est-ce que ceci ne compense pas cela, Renaud Dely,
disait ben oui, mais en échange, ils n'ont pas tellement de rémunération au mérite, ils n'ont pas tellement de perspectives de carrière, Agnès Verdier-Molinier. Justement, c'est ça, c'est la question du temps de travail et qu'on n'ose pas poser. Et c'est dommage parce que dans les ordonnances... François Fillon l'avait posé. Non, mais dans les ordonnances de la loi travail, moi j'aurais souhaité qu'on revienne sur la question des 35 heures dans le Code du travail. Parce que le fait de ne pas y revenir dans le Code du travail va faire qu'on ne va pas y revenir dans la fonction publique. Et si on veut mieux rémunérer les agents, mieux les valoriser, mieux accélérer justement finalement leur carrière, parce que une chose qui est difficile pour un agent public, c'est aussi de voir que il progresse pas très vite. Il peut pas à 30 ans souvent diriger un service parce que ça marche à l'ancienneté. Donc on est sur ça s'appelle le GVT, le glissement vieillesse technicité, c'est-à-dire en fait c'est vraiment en nombre d'années qu'on voit les choses, alors que vous pouvez être très performant et un très bon manager, un très bon directeur si vous êtes jeune. Donc là, le sujet, c'est d'en finir avec ce principe d'unicité de la fonction publique qui fait que le carcan, il est le même pour la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, et donc d'augmenter en parallèle le temps de travail pour permettre d'avoir moins de postes, mais plus de productivité et plus de qualité et plus de rémunération. Et c'est tout ce que ne veulent pas les syndicats, parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des adhérents. Et les adhérents, ils les ont pas dans le secteur privé. Mais c'est vraiment un discours Elle vous répond, Daniel Simonet, totalement idéologique, de mépris. Mais oui, les fonctionnaires sont des feignants. Les syndicats ne veulent pas défendre l'intérêt général, mais ils veulent leurs adhérents. C'est d'un discours néolibéral, caricatural. Travailler plus pour gagner plus, selon le slogan d'un ancien président, c'est pas une bonne idée dans la fonction publique? Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est au moment de la loi sur les 35 heures qu'on a créé le plus d'emplois. Je pense qu'il faut au contraire réduire et assumer de réduire le temps de travail pour travailler plus et travailler mieux. Réduire le temps de travail pour travailler plus, vous voulez dire pour qu'il y ait plus de travail pour tout le monde? Réduire le temps de travail pour être bien plus à travailler. Voilà, et à travailler bien mieux. Je pense qu'il y a un problème dans notre pays de redistribution mais parce qu'il y a un problème dans notre pays de redistribution des richesses. Écoutez, oui, on gèle le point d'indice des fonctionnaires, donc les fonctionnaires, eux, ont perdu du pouvoir d'achat parce que vous avez l'inflation et donc vous prenez la situation de bon nombre des fonctionnaires, par exemple très nombreux en catégorie C, c'est-à-dire que le premier niveau, au niveau des collectivités, leur pouvoir d'achat a baissé. Dans plein de centres-villes, ils n'arrivent pas à suivre, vu les problématiques de spéculation immobilière. Bon, je pense au contraire qu'on a les moyens de redistribuer les richesses autrement. Quand vous avez eu une augmentation de 40%, milliards de déficit. 40% de dividendes des actionnaires, on voit bien que les rapports ne sont pas les mêmes. Eh bien, à ce moment-là, madame, il n'y a pas de problème. On va arrêter de laisser 80 milliards d'évasion fiscale et les délinquants en col blanc. Parce que ça, on s'en occupe jamais. On s'en occupe jamais. Il n'y a pas de problème de taux de prélèvement obligatoire, il n'y a pas de problème de dépenses publiques. Ah, mais si, il y a des problèmes de prélèvement obligatoire. Il y a des problèmes de prélèvement obligatoire. Elle vous répond, Daniel Simonet. Comment dire, je pense aujourd'hui qu'il faut assumer une vraie réforme fiscale en profondeur, parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité d'empêcher l'évasion fiscale, alors qu'il est tout à fait possible de le faire. Nous ne sommes pas en capacité de taxer beaucoup plus fortement les revenus du capital, les transactions financières, alors que là, vous avez la possibilité de redistribuer l'argent au service de politique publique, au service de l'investissement et au service du fonctionnement. Je vous assure... Là, on est vraiment dans les deux modèles de société. Oui, mais on est deux modèles de société. Et tous ceux qui font du fonctionnaire bashing, tous ceux qui font du fonctionnaire... Madame, s'il vous plaît, je vous ai écouté. Tous ceux qui font du fonctionnaire bashing rêvent que d'une chose: casser l'ensemble de nos acquis hérités du Conseil national de la résistance ou hérités du Front populaire de 36. Or, je pense au contraire que ce qui nous a permis de résister, par exemple, lors de la crise financière, c'est d'avoir justement des services publics, des politiques publiques. Ce qui nous permettra enfin de pouvoir, ou pas, prendre en compte l'urgence écologique, c'est d'avoir la possibilité dans le temps long de faire des politiques de planification écologique. Et donc je pense que pour faire tout cela, on n'a pas trop peu de fonctionnaires, mais au contraire, on en a besoin. Pas assez de fonctionnaires. Je voudrais qu'on accueille un confrère, Agnès Verdier-Molinier, s'il vous plaît, qui a signé récemment une tribune publique, Patrick Chêne, journaliste, donc c'est notre témoin. Bonsoir Patrick Chêne, vous êtes en duplex avec nous parce que vous n'êtes pas à Paris en ce moment. Alors votre tribune est assez touchante parce que vous racontez que votre vie a été mise entre parenthèses en quelque sorte pour soigner un cancer. Et vous avez donc fait une plongée dans le monde de la santé publique et vous faites finalement une sorte de déclaration d'amour à ces fonctionnaires que vous avez côtoyés, c'est ça? Exactement ça, avec deux niveaux de lecture.
Le premier niveau de lecture, ça va être évidemment ce dévouement, cet altruisme, ce respect que vous recevez de ces gens extraordinaires. Alors c'est un peu impulsif, on a les en ville, on dit les gens, les professionnels de santé sont formidables, mais quand vous avez vraiment, vous êtes archino, que vous êtes dans la difficulté, vous recevez en ces gens-là un appui extraordinaire, et je ne leur rendrai jamais hommage. Je pense aux gens de Cochin, je pense aux gens de Sainte-Catherine à Avignon, et toutes les équipes du professeur Perremort en neurologie à Cochin. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, hormis ce côté un peu angélique, de dire que les gens sont formidables, mais c'est vrai, il y a aussi des choses que j'ai découvertes. Et David, pardon de faire un parallèle avec le conseil de maison, mais j'ai pensé à France Télévisions lorsque j'étais patron des sports de France Télé. J'avais des équipes opérationnelles qui avaient de la bonne volonté, et puis j'avais souvent le côté, on va dire, administratif, qui ne me donnait peut-être pas de grands signes de confiance. Et j'étais obligé d'user 30-40% de mon énergie pour convaincre cette grande machine administrative qu'on a comparée à Bercy, par exemple, pour les ministères. Et j'ai retrouvé ça à l'hôpital dans les discussions avec les patrons et les chefs de service. Ils usent leurs énergies pour nous soigner, formidablement, mais ils sont obligés d'user peut-être 30-40% de leur énergie pour se battre également. Donc c'est une machine administrative, et là c'est plus seulement des hommes, mais c'est une machine qui les voit, qui leur prend une secrétaire pour des raisons de budget, qui leur enlève un lit, qui va, cette machine administrative va avoir une approche de la médecine et du représentation complètement différente. Et ça, je l'ai découvert en tant que malade. Et c'est ça mon témoignage. Redonnons le pouvoir aux opérationnels et à ceux qui s'occupent des malades et à ceux qui soignent, tout comme dans les médias, c'est bien de donner la parole et le pouvoir à ceux qui font les émissions et pas à ceux qui gèrent. Voilà, c'est mon message. Merci. Et j'ai rencontré des gens formidables et la caricature qu'on fait parfois d'administration, là, elle est vraiment mise à mal. Merci Patrick, on s'arrête là parce que le son n'est pas très bon, mais on a compris et c'est finalement en quelque sorte un point partout balle au centre, parce que vous dites les fonctionnaires, ils sont formidables, j'en ai vu qui ne s'économisaient pas, qui étaient très bienveillants, qui étaient passionnés par leur boulot, mais en même temps, il y a une machine administrative qui bloque et qui décourage. Renaud Dely. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce que dit Patrick Chêne, outre la dimension humaine, évidemment, et quiconque a eu affaire à l'hôpital ou aux urgences, etc., connaît notamment, en tout cas dans cette fonction publique-là, le dévouement de ses agents, c'est qu'on voit qu'il y a, et je pense qu'il y a effectivement un problème, qui devrait conduire à s'interroger sur l'individualisation des parcours et du traitement, du sort fait aux fonctionnaires, ce qui est d'ailleurs valable dans d'autres corporations, y compris relevant du privé. On sait très bien que un salarié du public ou du privé se dévoue à sa mission. Il peut être passionné, intéressé, vraiment se dévouer à sa mission de service public en l'occurrence, mais pour autant qu'une forme de bureaucratie, en tout cas de fonctionnement collectif, peut-être pesant, ça existe aussi dans les entreprises privées, et en gros, pour résumer, on ne prend jamais aussi vite des décisions que quand on est tout seul. Alors évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais je pense que ça devrait, effectivement, ça interroge sur, non pas le changement de statut, il ne s'agit pas de passer des gens forcément du public au privé pour que ça fonctionne d'un seul coup beaucoup mieux, que ce soit beaucoup moins coûteux, mais une appréhension de leur parcours, de leur carrière, du sort qui leur est réservé, beaucoup plus, une gestion des personnels beaucoup plus individualisée. Est-ce que ça veut dire, Agnès Verdier-Molinier, qu'il y aurait des réservoirs de productivité dans le public qui tiendraient non pas à on met des gens dehors, mais plutôt à on réorganise le travail pour qu'il soit plus efficace? Bien sûr, mais c'est surtout la question de l'autonomie. C'est-à-dire pourquoi un directeur d'établissement d'enseignement ou hospitalier ne peut pas choisir plus ses collaborateurs, les valoriser mieux? Pourquoi un maire dans une mairie ne peut pas décider de primes différentes de ce qu'autorise le statut? C'est toute la question qu'a soulevée Emmanuel Macron quand il a dit ça doit être la fin du principe d'unicité de la fonction publique. Il a raison. Mais bien sûr. Et l'idée d'embaucher, peut-être sous contrat, mais peut-être en valorisant mieux aussi les agents. C'est ça sur le long terme. Et quand on voit bien Patrick Chêne qui nous dit finalement on est broyé par la machine administrative, mais c'est exactement ce qu'on ressent aussi au niveau éducation nationale. Quand on regarde les personnels administratifs entre la France et l'Allemagne, on en a 3 fois plus qu'en Allemagne des personnels administratifs. Pourquoi? Parce qu'il y a la commune qui s'occupe d'éducation, le département, la région, l'État déconcentré et l'État. Tout le monde s'occupe d'éducation en France. Donc il y a des personnels administratifs partout.
qui finalement ne sont pas forcément nécessaires à la qualité de l'enseignement pour les élèves. Il y a aussi des personnels de nettoyage, comme on les gère au niveau pour les lycées, au niveau des régions, et pour les départements, pour les collèges, pardon, au niveau des départements. Et là aussi, on a un problème. Il n'y a pas de manager, on ne sait pas qui est leur chef. Là, on pourrait tout à fait externaliser toutes ces missions-là. Daniel Simonet, est-ce qu'il n'y a pas des réservoirs, des personnels qui ne sont pas absolument nécessaires pour la mission? On en a pléthore. Et à un moment, il faut se poser la question de est-ce qu'on se concentre sur la qualité pour le service auprès du patient ou du citoyen, ou est-ce que finalement on a perdu de vue cet objectif-là? Attendez, vous allez répondre, mais on va prendre quelques questions des téléspectateurs, parce qu'on approche dans 5 minutes de la fin de cette émission et qui sont nombreux à vouloir prendre la parole. Infirmière anesthésiste, au bout de 44 ans de travail à la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, je gagne 2650 € alors que je pourrais gagner bien plus dans le privé. N'ai-je pas le droit à des avantages? C'est un peu la question qu'on posait tout à l'heure. Ceci compensant cela. Je pense qu'on a répondu peut-être à cette jeune femme, Daniel Simonet. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter le fonctionnaire bashing et au contraire dégeler le point d'indice et enfin rémunérer mieux nos fonctionnaires. Et surtout, par rapport au débat sur le statut, j'aimerais qu'on regarde ce que provoque aussi la précarité. Vous avez un problème d'emploi précaire qui ont été utilisés par les collectivités territoriales et par des grands services publics pour pallier à l'insuffisance de fonctionnaires. Quand M. Macron a supprimé cet été plus de 100 000 postes de contrats aidés, regardez le nombre de départements où la rentrée a été retardée parce que tout d'un coup, on avait des personnes qui sont essentielles pour la sécurité des enfants, pour s'occuper des cantines, qui manquaient à l'appel. Donc je pense qu'il faut au contraire bien se préoccuper d'augmenter le nombre de fonctionnaires et de bien mieux les traiter. Et j'espère que le 10 octobre, ce sera quand même historique, parce que vous allez avoir une manifestation, pour l'instant, à l'appel d'un front extrêmement large syndical. J'espère que ce sera une grande réussite. Ça, c'était votre appel au peuple pour manifester, c'est enregistré. Si l'on sanctuarise... J'appelle aussi le 23, septembre, bien évidemment, le 23 septembre, contre le coup d'État social de Macron, parce que la question des fonctionnaires est tout à fait en lien avec cette problématique.